Rébéi, grand bien vous fasse, sur France Inter. 10h44 et on se demande comment sortir d'un burn-out en compagnie du spécialiste du sujet, Philippe Zavieja, qui publie un Que sais-je sur le burn-out, et de Thierry Chavel, coach de dirigeants, prof à Paris 2 et qui a souffert d'un syndrome d'épuisement professionnel. Bonjour Philippe Zavieja. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Merci. Vous êtes docteur en sciences et génie des activités à risque. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche sur les risques et les crises à l'École des mines de Paris. Et vous venez de publier un trait pédagogique, Que sais-je, publié au PUF et consacré au burn-out. Alors c'est un ouvrage qui, selon vous, je le disais, vous permet de clarifier, parfois démythifier, voire démystifier un terme dont l'emploi apparaît aujourd'hui comme souvent abusif. Oui, je cherchais à faire un peu le ménage dans les utilisations qui sont faites de ce mot. Alors, avec un dilemme classique qui est celui du discours de l'expert, que je suis, avec des définitions du burn-out qui sont déjà entre experts suffisamment problématiques. On va schématiquement le définir comme un syndrome tridimensionnel, donc qui associe un épuisement physique et émotionnel en première part, en deuxième part des réactions dites de cynisme ou de dépersonnalisation, de déshumanisation de la relation aux autres humains et aux activités humaines, et en dernière part une baisse, voire une disparition totale du sentiment d'accomplissement personnel, en clair du plaisir au travail et de l'éclate au travail. Et c'est pas nouveau, le syndrome d'épuisement professionnel n'est pas nouveau. Vous citez dans votre ouvrage 2 exemples bibliques tirés de l'Ancien Testament, l'exemple d'Élie et celui de Moïse. Oui, parce que dès lors qu'il y a une activité un peu contraignante qu'on peut assimiler au travail, il y a parfois des manifestations de frustration, de rejet et de fatigue, c'est vrai, et de fatigue extrême qui peuvent conduire à des tableaux cliniques qu'on essaye de rassembler sous l'étiquette de burn-out, mais qui ne sont pas, me semble-t-il, spécifiques de notre époque. Alors à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le travail se retrouve au centre de toute forme d'activité humaine et l'on assiste donc mécaniquement à une montée en puissance du syndrome d'épuisement professionnel. En 1911, des études décrivent une forme de neurasthénie des instituteurs. Dans les années 1920, apparaît ce que les spécialistes appellent la fatigue industrielle et en 1956 est décrite une névrose des téléphonistes. Oui, on est dans la filiation du burn-out actuel avec des tableaux cliniques qui sont très proches, parfois très spectaculaires. C'est le cas de la névrose des téléphonistes, puisqu'elle continue à entendre les sonnettes des vieux standards, des vieilles centrales téléphoniques, quand bien même elles ne sont plus dans leur lieu de travail, ou qu'elles ont peur d'entendre ces sonneries dans le métro. On est dans le très vieux métro avec les sonneries à l'ancienne. Et tout ça sont des urgences qu'on peut trouver aujourd'hui dans un certain nombre d'états qu'on aurait tendance à décrire comme du burn-out, mais qui n'en sont pas toujours et qui souvent n'en sont pas. Alors c'est un médecin américain qui va nous permettre de mieux comprendre peut-être ce qu'est le burn-out. Le docteur Herbert Freudenberger, dans les années 1970, Freudenberger exerce dans une free clinic de New York, un établissement qui accueille des toxicomanes. Le docteur Freudenberger cumule consultation à l'hôpital et dans cette free clinic, et puis peu à peu son corps et son psychisme s'altèrent. Un jour à son réveil, il enregistre son état sur un magnétophone et il se rend compte par exemple que sa voix a changé, une voix qui trahit l'épuisement, l'angoisse, la dépression et même l'arrogance. Vous disiez tout à l'heure le cynisme. Freudenberger se rend compte de l'analogie entre l'état de ses patients toxicomanes et l'état des soignants. Les soignants de cette free clinique sont submergés par des forces toxiques, sécrétées par trop de travail, trop d'idéalisme, trop d'investissement. Ce qu'on retient, on retient 2 choses de Freudenberger. C'est d'une part cette réflexivité de la réflexion à partir d'éléments cliniques qu'il a quand même commencé à déceler chez ses assistants, avant de chercher en soi-même, conforme à la démarche psychanalytique, ce qui pouvait bien se passer, et d'autre part, ce rôle important de la motivation initiale dans le choix du métier, dans le choix de la carrière, le poids de l'idéalisme, et puis plus tard, de la désidéalisation du travail, ce qui pose encore aujourd'hui d'énormes questions quant au sens du travail, et qui peut relier du coup certaines approches du burn-out avec ce qui paraît complètement antinomique, qui sont les approches du bore-out, de l'ennui au travail, qui pose la question
moins fréquemment, me semble-t-il, du manque de travail, du manque quantitatif de travail, s'ennuyer par manque que de s'ennuyer, que celle de la perte de qualité ou de sens perçu dans le travail, ne pas voir à quoi on sert en vérité. Et le burn-out, c'est une forme de crise de foi, FOI. Dans une approche motivationnelle et idéaliste comme celle de Freudenberger, oui, c'est une crise de foi. Ce qui est amusant de constater, c'est que beaucoup des professions qui sont parmi les plus exposées sont des professions à très forte identité vocationnelle. On pense évidemment à tous les soignants dont on peut s'imaginer qu'ils ne s'engagent pas dans des filières de formation longues et prenantes au point de vue personnel, sans une réelle motivation viscérale, et puis des populations dont on ne parle pas, qui sont les prêtres. Anachorète. Alors, les prêtres... Non, mais je pense aux moines du 3e et 5e siècle qui ont connu une forme d'acédie, de fatigue de croire, et dans l'ouvrage de Pascal Chabot, Global Burnout, il fait un lien très intéressant entre l'acédie des moines et le burn-out contemporain. Oui, parce qu'on est dans cette filiation de la mélancolie. Voilà, la tonalité la plus ou l'entité clinique qui aurait survécu le plus longtemps dans notre civilisation, ce serait la mélancolie. Depuis les médecins de l'Antiquité grecque, probablement influencés par la médecine arabe, d'une part avec un retour ensuite de la médecine arabe vers la médecine grecque et romaine, mélancolie qui perdure encore aujourd'hui dans une certaine définition gravissime en psychiatrie occidentale et moins dangereuse dans la psychiatrie japonaise et chinoise. On continue beaucoup à prescrire des traitements antimélancoliques là-bas. Alors j'aimerais citer le docteur Freudenberger. En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre mode complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intact. Bonjour Thierry Chavel. Bonjour Ali. Vous êtes coach de dirigeants, professeur associé à Paris 2. Vous êtes responsable du master coaching développement personnel en entreprise. Vous avez vécu un burn-out que vous racontez dans Je peux guérir, publié chez Flammarion. Vous avez un jour ressenti cet incendie intérieur qu'est le burn-out? Ouais, c'était vraiment une combustion. Ce qui m'a frappé, c'est que c'était extrêmement brusque, comme un interrupteur. C'est-à-dire que à 20h40, j'étais en forme, j'étais motivé, j'étais survolté, en sur-régime, ce que je croyais mon mode normal, mais c'était du sur-régime. Et à 20h41, tout s'éteint, tout s'arrête. Impossible de se lever, impossible de sourire, impossible de se motiver, et surtout impossible de se rappeler l'état dans lequel j'étais normalement, quoi. Comme une perte d'air dans un avion, quoi. Alors vous écrivez, drogué par mon travail, j'ai aidé des dirigeants à se désintoxiquer du leur, jusqu'à mon burn-out. Vous étiez, Thierry Chavel, un cordonnier va-nu-pied. Oui, comme vous l'écrivez. C'était assez vertigineux de m'apercevoir de ça. C'est-à-dire que je pense que les clients qui viennent consulter un coach, ils s'attendent à une image de celui qui va bien, de celui qui peut prescrire des conseils. Alors que ce que j'ai découvert, c'est que si je faisais ce métier, c'est parce que j'allais aussi mal que mes clients, voire plus mal, un peu plus en conscience peut-être. Et c'est aussi ce qui m'a sauvé la vie, le burn-out, curieusement. On y reviendra tout à l'heure évidemment, Thierry Chavel. Bonjour Christelle, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Vous habitez à Paris. Oui. Témoignage. Alors, effectivement, professionnellement, je suis avocat spécialisé dans la souffrance au travail, le harcèlement et le suicide dans la fonction publique. Et je suis donc très souvent confrontée à des personnes qui s'estiment victimes de burn-out. Et je suis très sensible à ce qui vient d'être dit. Parce qu'au-delà, effectivement, du tableau clinique qui relève d'une appréciation médicale et psychologique et sur laquelle pas tout le monde est d'accord, effectivement, à mon sens, le burn-out est un petit peu ce qu'était la mélancolie au 19e siècle, le mal du siècle. Alors c'est vrai qu'on vit dans une société où l'ultra-performance est devenue le mode de vie au détriment de l'éthique personnelle, mais de l'éthique aussi collective. Et ces mots d'éthique et de recherche de sens sont extrêmement importants pour comprendre en fait le phénomène de burn-out. Alors c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'empathie, on souffre d'un monde qui s'emballe, qui va très très vite et dans lequel on ne se retrouve plus, où l'être humain finalement est un petit peu réifié, chosifié. Alors bon, il y a peu de solutions, car à l'échelle individuelle, évidemment, on ne va pas changer le monde, mais à mon sens, il faut apprendre à vivre et se sauver soi-même, sortir de cette position de victime. Alors victime, ça ne veut pas dire se victimiser, hein. Victime, c'est qu'on est victime de quelque chose d'extérieur.
il faut se déculpabiliser, il faut accepter d'être fragile à un moment donné de sa vie et aussi comprendre la fragilité des autres. Ce qui est très difficile aujourd'hui à mon sens, c'est que on ostracise beaucoup les personnes fragiles et ça se voit énormément. Effectivement, vous avez cité le problème chez les soignants, où il y a eu récemment énormément de suicides, mais chez les hommes aussi, qui ont plus de difficultés à accepter leur part de fragilité et chez qui le passage à l'acte peut être assez grave. Donc à mon sens, il faut redevenir soi, il faut se respecter les autres. Et ça passe aussi par le fait de repenser le rapport collectif au travail, mais aussi à l'école. Merci Christelle. Pardon, allez-y, terminez. Non, j'ai insisté sur le terme de rapport à la dignité de soi-même, retrouver sa propre dignité et respecter la dignité de l'autre. Merci beaucoup Christelle pour ce témoignage très pertinent. Philippe Zavieja. Oui, moi j'entends deux choses dans les témoignages de Thierry qui est en face de moi et de Christelle, notre auditrice. C'est la dimension d'empathie, effectivement. Alors, je citais les soignants tout à l'heure parce que la dimension empathique, voire sacrificielle chez eux, est manifeste, ostensible. Mais on a pléthore d'autres professions, dont des nouveaux métiers comme celui de coach, dans laquelle l'empathie est une compétence relationnelle et professionnelle majeure sur laquelle la corde du burn-out, si je puis dire, peut venir vibrer. Et on est probablement là dans la dimension perte de la dimension humaine, la dimension numéro 2 du burn-out, cette perte de la notion qu'on est en train de parler à des êtres humains et pas à des choses, y compris soi-même, qu'on n'est pas une machine et que les autres n'en sont pas non plus. Philippe Zavieja, comment expliquez-vous le succès du terme burn-out ? Le burn-out a fini par qualifier toutes les formes de malaise au travail, quelles qu'en soient les causes, les symptômes et la durée, et vous parlez même de façon un peu provocatrice de cacophonie psychosociale. Oui, c'est la cacophonie parce que nous ne sommes pas d'accord entre experts sur la définition, les tableaux cliniques, a fortiori les traitements, les prises en charge, les causes. Alors, on a dessiné des dizaines de faisceaux de causes, mais difficile d'avoir un schéma très clair, une cause, un symptôme, une thérapeutique, si je puis dire, malheureusement pour nous, et que des vrais faux experts se greffent à ce discours. Le terme passe dans le langage quotidien assez rapidement, ce qui ajoute des explications qu'on appelle entre nous des explications profanes, qui sont des explications quotidiennes, qui viennent en retour perturber le discours des scientifiques, qui lui-même ne devient plus très clair pour le grand public, et finalement plus personne n'y comprend rien, nous les premiers. Mieux comprendre ce qu'est exactement le burn-out, décrire le plus justement possible ce qu'est ce syndrome d'épuisement professionnel, peut permettre de se doter des bons outils pour s'en sortir ? Alors ça permet surtout de savoir ce que c'est, ce que ça n'est pas, ou ce que ça n'est pas. Alors, moi, j'ai envie de faire passer un message qui est de dire, puisque c'était votre question précédente, me semble-t-il, en clinique, le burn-out masque très souvent des formes dépressives assez marquées et dans les cas les plus légers, des symptômes anxio-dépressifs. Alors commençons par là. On a déjà des thérapeutiques qui existent, des prises en charge. D'ailleurs, qu'est-ce que disait le médecin dans l'extrait par lequel on a ouvert cette émission ? Eh bien, Monsieur Lepic, il refuse de prendre des antidépresseurs. C'est donc bien que le burn-out serait, dans ce discours-là, une forme de dépression. Alors, on peut ressentir une fatigue, un ras-le-bol passager au travail, sans pour autant être frappé d'un burn-out. Bien sûr. On est en burn-out, me semble-t-il, quand on a la sensation de ne plus pouvoir faire face. Et ça devient un cercle vicieux parce que l'être humain est ainsi fait que face à une difficulté, il a tendance, dans la majorité des cas, à relever ses manches et à affronter le problème. Face à un problème insurmontable, on va donc en rajouter une couche, on va relever les manches un peu plus haut, et à un moment on n'en peut plus. Et on a cette sensation de débordement, qui est caractéristique du burn-out, du débordement des perspectives d'en sortir, du débordement de ses ressources personnelles, professionnelles, et on commence à plonger. Thierry Chavel, je rappelle que vous avez souffert d'un burn-out, que vous avez publié « Je peux guérir ». Un jour, vous sentez un déséquilibre dans votre vie professionnelle, hyper active, hyper investie. Alors ça commence, si je vous ai bien lu, par une sollicitation téléphonique anodine, un jour qui vous met en rage, avec une réaction disproportionnée.
Ouais, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que, comme disait Philippe, il y a sans doute des boîtes de poupées russes et on ouvre sur une boîte qui ouvre sur une autre boîte. Le mécanisme qui s'est mis en place, c'est que je m'étais mis à vivre pour travailler et plus à travailler pour vivre. C'est-à-dire qu'il y a un mot qu'on n'emploie pas pour l'instant qui pour moi était très fort et qui est très fort dans ma pratique avec des dirigeants, c'est le mot d'addiction. Je crois que c'était aussi un terrain très addictif à mon travail et d'autant plus étrange que... Vous êtes coach de dirigeant. Hein. Oui, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça et c'est vrai que j'étais bien entouré, j'étais bien outillé, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait de la psychanalyse, j'ai un ostéopathe, j'ai un chiropracteur, enfin vous voyez, j'ai toute la panoplie, soi-disant, pour aller bien. Et moi, ce que je crois, c'est qu'aussi le fait de nommer burn-out, c'est à la fois une très bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que moi, ça m'a permis de me prendre en charge. Ça m'a permis de me dire, tiens, c'est pas juste anodin, c'est pas juste une fatigue passagère. C'est une moins bonne nouvelle parce que, comme vous le disiez, Ali, on dit souffrir d'un burn-out. Moi, le burn-out, ça a aussi été une occasion de découvrir que ce que j'appelais mon mode normal, c'était pas un mode normal. Et que, en me décollant de cette représentation, de cette identification que j'avais aussi à moi-même, je raconte dans le bouquin que je m'étais habitué à souffrir, je m'étais habitué à aimer ça, quoi. Je m'étais habitué à vraiment rechercher l'effort et rechercher le sur-régime. Le burn-out, ça a été une libération. Voilà. Quel a été le fait générateur? Vous écrivez, rétrospectivement, cela m'effraie de voir quelle machine humaine j'avais fabriquée sous mon apparence de Dr Frankenstein du coaching, disponible et sensible. Je crois que le fait générateur, c'est quand je me suis rendu compte que, un quart d'heure après avoir quitté la maison, je me rappelais pas de la façon dont ma femme était habillée. Que le soir, je rentrais, j'écoutais pas mes enfants quand ils me racontaient leur journée. C'est-à-dire que je voulais être présent, j'étais très présent à mes clients, mais ce que j'arrivais à faire dans ma vie professionnelle, j'en étais bien incapable dans ma vie privée. Alors, le mot dépression, il est très intéressant. Moi, ma croyance, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle à l'époque actuelle, en tout cas dans le monde de l'entreprise, d'être un peu dépressif. C'est plutôt signe qu'on est dans le réel, quoi. L'époque est assez déprimante et au moins on n'est pas dans des chimères, on prend pas notre fonction pour la réalité. Pour autant, à quel moment c'est une dépression, à quel moment c'est un éveil de conscience, ça c'est une vaste question. Pouvez-vous nous décrire cette combustion physique et psychique qui vous a frappé ? Le sommeil qui se dégrade avec des réveils en cours de nuit et surtout des nuits qui sont pas un sommeil qui est pas réparateur, l'appétit. On peut perdre, moi j'ai perdu 5 kilos en 8 jours, c'est-à-dire une perte brutale, immédiate d'appétit. Et puis psychiquement le sentiment de décollement du réel. Je sais pas si vous avez connu ça, parce qu'on a tous sans doute connu ça à certains moments, le sentiment de plus être vraiment là, de plus savoir pourquoi on est là. Vous êtes dans le métro, les portes s'ouvrent et vous pouvez pas monter dans la rame, vous restez sur le quai. Voilà, donc après, il y a des peurs qui surgissent. Moi, je crois surtout que derrière ces états, il y a beaucoup d'angoisse qui remontent. Moi, ça a été une occasion, et un peu ce journal de guérison raconte ça, ça a été une occasion d'aller explorer qu'est-ce qui m'avait conduit à ce burn-out. Je pense que c'est la face émergée de l'iceberg, le burn-out. Derrière, chez moi, il y avait des conduites à risque, il y avait une hyperadaptation d'enfants doués, et il y a beaucoup d'enfants doués parmi les dirigeants, et surtout une fatigue un peu prométhéenne dont je m'apercevais plus, quoi. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous appelez de l'Isère. Alors, vous avez vécu un burn-out dans le milieu hospitalier. Alors, bonjour à tout le monde. Je vais déjà rectifier, donc je suis du Vaucluse, mais je bouge beaucoup là, donc je m'appelle de l'Isère. Écoutez, sur mon écran, il est indiqué que vous venez de l'Isère, voilà, donc tant mieux. Donc du coup, j'ai vécu un burn-out. En fait, je suis infirmière, mais j'ai vécu un burn-out chez un prestataire de soins à domicile. Alors pas un burn-out, j'étais pas surmenée professionnellement, mais très 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 maltraitée. C'est-à-dire, expliquez-nous. Alors maltraitée dans le sens où j'étais responsable de la formation interne chez un prestataire, donc en fait j'étais responsable de rien et j'étais soumise à tu fais ci, tu fais pas ça, ordre et contre-ordre permanent, avec une perte de l'estime de moi-même, avec beaucoup de railleries, beaucoup de moqueries lors de présentations, de plans de formation, etc. Donc, perte du sens aussi, perte du sens aussi. Du sens de votre travail? Alors, je restais quand même concentrée. Je restais quand même dans la ligne. Je pense que j'arrivais à tenir la route. Et c'est ce qui a conduit au burn-out, en fait, sans que je m'en rende compte et sans que je veuille mettre le nom dessus. Merci beaucoup, Sarah du Vaucluse. Philippe Zavieja, petite réaction à ce qui vient d'être dit.
Oui, ce que m'évoque le témoignage de notre auditrice, c'est la problématique de la reconnaissance dans toutes ces formes de souffrance au travail. Reconnaissance que souvent dans le dialogue social ou intra-entreprise, on limite à la reconnaissance pécuniaire. C'est vrai que c'est une forme, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus importants pour l'espèce humaine, qui sont la reconnaissance statutaire, narcissique, sociale, humaine. On parlait de dignité tout à l'heure avec l'avocate Christelle, si j'ai bonne mémoire. On est bien dans cette thématique de la reconnaissance de ces droits fondamentaux d'être humain au travail et pas seulement matériel. Thierry Chavel. Oui, c'est vrai que derrière le besoin de reconnaissance, moi je trouve qu'il y a souvent autre chose, qui est le besoin de considération. Considération, étymologiquement, c'est de regarder les étoiles ensemble. Et qu'au-delà du matériel, il y a aussi le besoin d'aller lentement, de prendre du temps, de regarder les gens dans les yeux. Quand vous arrivez dans un bureau, souvent les gens ont les yeux rivés sur des écrans et ne vous accueillent pas. Donc retrouver le sens de la rencontre, c'est aussi un besoin de considération. Philippe Zavieja, rappelons que le burn-out n'est pas reconnu en France comme une maladie professionnelle. Êtes-vous favorable à la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle ? Non, parce Pourquoi ? que j'estime que le tableau clinique et la définition du phénomène sont encore trop évanescents, trop inconstants. Ce qui ne veut pas dire que je dénie la souffrance des personnes qui se présentent comme étant en burn-out, mais scientifiquement, j'ai encore un certain nombre d'incertitudes. Et mes certitudes, c'est que on a déjà une entité clinique qui est la dépression, qui permet de traiter 90% des cas de burn-out. Alors commençons par là, ça évitera des aléas thérapeutiques, j'ai envie de dire, en essayant de prendre en charge des burn-out qui n'en sont pas. Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Mais c'est ce que dit l'Académie de médecine. Elle dit que c'est encore un concept trop flou pour qu'on puisse qualifier le burn-out de maladie professionnelle. Thierry Chavel. Oui, moi je trouve que le fait de le nommer et de l'enfermer dans une catégorie clinique, c'est presque secondaire. Moi je préfère parler à un moment donné, reborn plutôt que burn-out. C'est-à-dire que c'est aussi une occasion de renaître à soi-même, de se mettre au monde d'une autre façon que de celle qu'on a connue. Philippe Zavieja, j'aimerais que vous nous présentiez les grands symptômes du burn-out. Vous décrivez 6 phases principales. On va essayer d'être concis. D'abord, une hyperactivité où l'épuisement succède à la frénésie. Alors, je n'ai pas décrit 6 phases, j'ai proposé de regrouper 130 symptômes, 134 décrits dans la littérature scientifique pour qualifier le burn-out, en 6 catégories, 6 catégories pour s'y retrouver un peu. Il n'y a pas de phasage dans ces 6 catégories, hormis que très souvent, la première est celle d'une hyperactivité. C'est typiquement ce sentiment d'être débordé, donc dans une situation hyper stressante, etc. Et de la phase où on retrousse ses manches, comme je le disais tout à l'heure. Évidemment, c'est fatigant, c'est même épuisant. Bon, ça, là-dessus, personne ne tergiverse. Ensuite, on a 5 modes de réaction qui peuvent... 5 familles de réactions qui peuvent évidemment s'interpénétrer. Qui sont le désengagement. Le désengagement dont je parlais tout à l'heure vis-à-vis de soi, des autres humains et des autres activités humaines. Le travail en premier chef, mais Thierry disait tout à l'heure, on ne voit plus sa femme, on ne sait plus comment elle est habillée, on ne parle plus à ses enfants, etc. C'est déjà une forme de désengagement social, de même qu'on se désengage de ses activités sociales. La troisième serait sur le mode de la détresse psychologique ou de la souffrance psychologique. C'est bien ça qui fait mal dans le burn-out, avec là un duo maléfique, j'ai envie de dire, qui est d'une part une famille de symptômes qui sont dépressifs, apathiques, et d'autre part une famille de symptômes qui sont plus agressifs, notamment vis-à-vis d'autrui ou de soi parfois, ce qui donne le paradoxe d'un sujet qui est épuisé, mais qui engueule son entourage. Vous parlez également de pétrification cognitive. Oui, parce que les situations... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cognitivement, plus rien ne fonctionne, tout est gelé, tout est transformé en pierre. On parlait de réification tout à l'heure, on a une espèce de magma qui se crée. On perd son imagination, sa créativité, on perd son adaptabilité, on acquiert une certaine résistance au changement, etc. Et puis l'appauvrissement émotionnel, social, spirituel qui survient. Alors ça va avec finalement la famille du désengagement, parce qu'effectivement,
et paradoxalement, on se retire du monde d'une certaine façon, alors qu'il pourrait constituer une forme de ressource pour en sortir. On s'en retire, donc on se prive paradoxalement d'une ressource. Et la dernière famille, qui est très classique quand on parle de stress, ce sont tous les retentissements psychosomatiques. C'est-à-dire ? C'est-à-dire les troubles cardiovasculaires, les troubles gastro-intestinaux, etc., etc. Thierry Chavel. Oui, je trouve ça à la fois passionnant de repérer les différentes phases, et ça me fait un peu penser au réflexe qu'on a quand on tape sur Google des maladies qui nous font très peur, parce qu'on va toujours s'y reconnaître. Moi, ce qui m'a fait du bien aussi, c'était d'arrêter de prendre au sérieux mes symptômes. C'est-à-dire de découvrir que je pouvais être autre chose qu'un corps souffrant, et qu'il y avait sans doute une partie de moi qui était épuisée, mais une autre partie de moi à qui ça apportait, j'ose dire, une forme d'initiation. C'est aussi une initiation à la vie quand on est en mode survie, de vivre un burn-out. Philippe Xavier-Jacques, quelles sont les grandes situations qui prédisposent au burn-out ? La surcharge de travail, évidemment, mais ça c'est caricaturalement dit, et un peu trop souvent à mon goût. La sous-charge de travail peut y prédisposer. Le bore-out. Le bore-out. Le manque de reconnaissance, on en parlait tout à l'heure, sous toutes ses formes, je ne le répéterai jamais assez. La perte des idéaux professionnels, ce qui veut dire aussi qu'il faut sans doute apprendre à ne pas construire des idéaux professionnels trop élevés, très en amont de la vie professionnelle. Et nous avons tous une part de responsabilité collective là-dedans. Il suffit de regarder comment les instances professionnelles survendent leur boulot. Alors, socialement ou publicitairement parlant. Alors, publicitairement parlant, regardons les pubs de recrutement de l'armée de terre qui passent régulièrement. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire quand on compare avec ce qui sera le réel du métier derrière. Thierry Chavel. Oui, tout à fait. Moi je trouve que ça parle aussi de la représentation qu'on a du bonheur. Alors, du bonheur professionnel, mais du bonheur tout court. Moi, pendant longtemps, j'avais l'idée que j'étais un peu un provider de bonheur professionnel pour mes clients, un réparateur de moteurs cassés. Et j'ai découvert grâce au burn-out, vraiment grâce au burn-out, que le bonheur, c'était peut-être une oscillation, des intermittences entre des moments exaltants et des moments d'ennui métaphysique, finalement de mélancolie acceptée, quoi. Et c'est une forme peut-être plus taoïste du bonheur au travail, mais que je trouve beaucoup plus juste. Philippe Xavier-Jacques, quels sont les facteurs individuels qui peuvent prédisposer au burn-out, d'un point de vue du sexe, de la situation familiale, ou encore de la personnalité ? Alors, les facteurs les plus marqués sont les facteurs dits de personnalité, avec des personnalités de type obsessionnel, les perfectionnistes en clair, simplement parce que à toujours chercher la petite bête sur un dossier et à toujours prendre de plus en plus de dossiers sur lesquels on va bosser comme un fou, forcément on s'épuise. Et en plus on se frustre parce qu'on n'atteindra jamais la perfection. Dans les facteurs sociodémographiques, on va effectivement parler du rôle, de la surexposition des femmes, pour des raisons qui sont classiquement exposées, à savoir la double journée à laquelle elles sont soumises, journée professionnelle puis journée de mère de famille, qui touche aussi du coup les parents isolés, donc les papas isolés par exemple, avec des enfants. La littérature tente à considérer qu'on a un risque maximal de burn-out à peu près à 10-11 ans d'expérience professionnelle. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres. Au niveau individuel, est-il possible de prévenir, mais aussi de se sortir d'un burn-out ? Comment atténuer la tension psychologique éprouvée au travail ? Il est important de réajuster le lien au travail, justement, et par exemple développer une vie forte en dehors du travail. Je pense qu'on a... ça sera plutôt le discours du coach là du coup. On a intérêt à être solide sur ces trois pieds: la vie professionnelle, la vie familiale, la vie sociale. Sinon on est bancal. Thierry Chavel. Oui, moi ça m'a appris à faire ce que j'appelle l'entreprise buissonnière, c'est-à-dire le cinéma pour moi est une vignette de petits bonheurs, certaines musiques. La lecture. La lecture, tout à fait. Je pense que chacun va se trouver son panthéon personnel pour aller mieux. Parfois, il faut accepter d'aller mal pour aller mieux. Le bouquin chez Flammarion s'appelle « Je peux guérir ». Très franchement, je crois que moi, j'ai guéri de l'idée qu'il fallait guérir à tout prix. Et ça a été une grande découverte. Je pense que c'est la vie qui nous guérit de la vie, quoi. La seule chose qui peut nous guérir, c'est de revenir dans le flux du vivant, là où on est devenu des automates.
Philippe Zavieja, dans votre ouvrage, vous recommandez alors des choses très simples, très basiques, une bonne hygiène de vie, de l'activité physique, du sport, une bonne alimentation, mais également le fait de sanctuariser les périodes de congé, de développer ses réseaux amicaux, familiaux, d'avoir des hobbies, des passions parfaitement étanches avec la vie professionnelle. Pour la raison que je viens d'expliquer, à savoir que, à mon sens, chacune des 3 sphères de vie sert de ressources ou de pôle de ressources aux 2 autres, par effet miroir. Donc, si vous n'avez qu'une sphère de vie dans laquelle vous investissez, à savoir le boulot, forcément, dès que ça ne va plus, vous prenez tout sur le narcissisme et vous vous effondrez. L'avantage des autres, je pense à l'hygiène de vie et notamment à l'activité physique, c'est qu'on sait qu'elle a des activités antidépressives. Pourquoi s'en priver ? Alors, sans que ça devienne non plus une injection, parce que du coup, je vais enjoindre aux gens de faire du sport. Peut-être que c'est pas leur truc, mais il faut qu'ils, eux, trouvent dans leur vie, en fonction de leurs aspirations et de leur personnalité, des activités qui les ressourcent et qui les oxygènent. Bon, il est nécessaire de marteler quand même que la prévention du burn-out, elle est individuelle, d'accord, mais elle est également sociétale, organisationnelle et psycho-organisationnelle, comme vous l'expliquez dans votre ouvrage. Oui, parce qu'on est à l'interface de ces 3 courants, donc la personnalité, dans sa relation avec un travail qui lui-même du coup est sous la dépendance de l'organisation de travail, donc de l'employeur, et c'est ce levier-là qu'on tente d'actionner actuellement, avec plus ou moins de bonheur. Et puis, ne nous l'aurons pas, il y a aussi des mécanismes sociétaux sur lesquels on a, y compris quand on est une grosse boîte, pas beaucoup de prise. L'accélération des rythmes sociaux, qui y peut quelque chose. C'est pour ça qu'il y a aussi un travail, j'ai presque envie de dire, d'acceptation ou de résignation qui est à faire sur ce genre de dimension. Il y a des facteurs sur lesquels on peut intervenir, même à long terme, et d'autres sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Thierry Chavel, comment éviter la récidive ? En l'acceptant complètement. Ça paraît complètement paradoxal, mais je trouve que c'est aussi un processus vivant de tomber, de se relever, de découvrir qu'on peut pas être tout le temps au top. On parlait tout à l'heure de Moïse et de Élie. Bon, on peut aller aussi voir dans la mythologie grecque Prométhée et Icare. Je rencontre beaucoup de Prométhée et Icare. Si j'avais un message à faire passer dans mon témoignage, c'est que parfois, il faut accepter d'aller mal pour aller mieux. Et s'empêcher de vivre un burn-out, parfois, c'est aussi s'empêcher de se relever. Merci beaucoup, Philippe Zavieja, d'être venu. Merci à vous. Le burn-out, le que sais-je, est publié au PUF. Merci Thierry Chavel. Je peux guérir, est publié chez Flammarion.